Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins pratiquent quotidiennement le yoga intégral en compagnie des yogis Mathilde Wagman, Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Antoine Ravon et Jean Danielou. À la lecture mentale des textes cette semaine, Mathias Mine. À la réalisation, Midia Portis-Guérin. Avec aujourd'hui à la prise de son, Shri Claude Nior. À 10h47, ce sera l'heure des 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Géraldine qui vous donnera envie de découvrir le destin de Cicéron, disponible en petite bibliothèque Payot. Philosophie de l'Inde, 4e et dernière étape. Après les Upanishads lundi dernier présentés par Michel Hulin, la Bhagavad Gita mardi en compagnie de Marc Balanfa et Bouddha hier grâce à Pierre-Sylvain Filiosa, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui François Chenet, dont la synthèse sur la philosophie indienne chez Armand Collin nous a accompagnés toute cette semaine, pour évoquer le yoga, des Upanishads à la pratique jusqu'au yoga intégral de Sri Aurobindo. Take the right foot out, left foot in. Now keeping the interior portion of the left knee tight, allow the right to bend. Form a square. Then take the left foot deep in. Une classe de yoga à Bombay, cela peut paraître une survivance de la tradition. Il n'en est rien. Beaucoup de ceux qui pratiquent ici sont des bourgeois parsis, aussi étrangers à la philosophie du yoga que les Français. Paradoxalement, c'est la mode occidentale du yoga qui a provoqué sa renaissance un peu artificielle au pays même où il est né. Now take a deep inhalation. As you inhale, keep the right leg firm. Then take the left foot in. Stretch your arms. Exhale, fit together. La nostalgie du passé apparaît. Les bourgeois de Bombay commencent à vous parler des méfaits de la société de consommation. This is the revolving of the spine, rotation of the spine. Take a deep inhalation 3 feet apart. Stretch your arms. Not the intellect going into the action. Complete exhalation. Now take a deep inhalation. Inhalation is the Lord is entering in. Go. Let the eyes penetrate the immeasurable within this measurable body. Si je faisais du sport, je deviendrais beau et fort. Gymnastique, gymnastique. Mais pour être beau et fort, il faut faire des efforts. Ne plus manger de porc, renoncer au roquefort. La gymnastique, c'est physique, c'est technique. On s'applique, on est fantastique. Et on se détend, stop debout, c'est pas fini. On ne fait plus de chichi. Allez, c'est reparti. Bonjour François Chenet. Bonjour. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'une synthèse consacrée à la philosophie indienne qu'on trouve chez Armand Collin, qui est très utile pour découvrir et approfondir ce qu'est la philosophie indienne. C'est ce qu'on essaye de faire toute cette semaine. Et aujourd'hui, nous parlons donc en particulier du yoga. Vous écrivez dans votre ouvrage qu'en Occident, nous connaissions le yoga comme une discipline du corps, une sorte de gymnastique suédoise, dites-vous. C'est aussi le sens de l'extrait qu'on entendait juste avant, l'Inde fantôme, réflexion sur un voyage de Louis Malle qui date de 1969. Alors en quoi le yoga, bien compris, est-il différent de cette forme de gymnastique que l'on vient d'entendre ? Le yoga est une méthode de réintégration que traverse une métaphysique. Non pas que l'objectif d'atteindre au bien-être corporel ne soit pas estimable en soi, mais la visée profonde du yoga se révèle beaucoup plus radicale puisque cette discipline d'ascèse psychophysique a en vue d'opérer la rejonction du principe de conscience en l'homme avec le principe ultime qui le dépasse. La finalité profonde est donc beaucoup plus radicale puisqu'il s'agit rien de moins que de transcender la condition humaine elle-même et d'atteindre à la délivrance, laquelle ici se nomme l'isolement libérateur Kaivalya. Quelle différence alors entre le yoga, ce à quoi doit tendre le yoga, et le bouddhisme dont on parlait hier, puisque Pierre-Sylvain Filiosa nous présentait le bouddhisme comme étant également une doctrine pratique et théorique de la libération ?
Il y a diverses sortes de yoga. Le yoga est une dimension essentielle de l'indianité. C'est une méthode de soi polyvalente qui a été mise au service d'arrière-plans doctrinaux divers. Il y a ainsi un yoga hindou, bien sûr, mais il y a aussi un yoga bouddhique et il y a également un yoga jaina. Le yoga se présente comme une méthode de recentrement du composé psychosomatique humain autour de son axe le plus essentiel. C'est une discipline qui vise à assurer la maîtrise sur notre propre véhicule, entre guillemets, psychophysique, s'il est vrai qu'une comparaison canonique en Inde est la comparaison du composé psychosomatique avec un char. Si nous glosons les valeurs de la racine yuj en sanskrit, nous recueillons les éléments d'une définition suivante. La racine yuj signifie d'abord atteler, mettre sous le joug. En grec, zoigon, en latin yugum, en anglais yoke. Mettre sous le joug l'attelage, donc tenir serré. D'où fixer sur et bien entendu unir, comme dans le terme samyoga. Le yoga est donc une discipline d'unification intérieure qui nous permet de cesser d'être disjoints d'avec nous-mêmes, de manière à opérer cette rejonction avec l'absolu ou le divin. C'est une discipline qui comporte à la fois une discipline morale, une discipline intellectuelle et bien sûr une ascèse psychophysique. Pourquoi également une discipline intellectuelle ? Parce que le yoga classique, celui de Patanjali, a vocation à s'adosser à un arrière-plan doctrinal qui est le Samkhya. Le Samkhya, c'est une métaphysique d'une grande profondeur qui constitue l'un des 6 systèmes ou points de vue de la philosophie indienne classique. Il s'agit... C'est ce qu'on appelle les darshanas, n'est-ce pas ? Les points de vue ou systèmes de la philosophie indienne classique. Il s'agit d'arracher le principe spirituel en nous, c'est-à-dire le pur principe de conscience, à l'emprise de la nature. Étant entendu que les états psychomentaux en l'homme, ce flux incessant d'idéation, d'émotions et de volitions en l'homme, participent encore de la nature, laquelle est un domaine ontologique toujours en mouvement. Le yoga est donc non seulement une méthode d'intensification des énergies vitales en l'homme, mais bien plus, c'est une méthode qui vise à opérer une remontée aux sources mêmes de la conscience. Donc c'est une méthode de réintégration que traverse une métaphysique, en l'occurrence la métaphysique du Samkhya. Alors ça veut dire aussi que l'union ou le fait de réconcilier ce que vous nommez une disjonction s'opère non pas, comme on pourrait le penser, entre le corps et l'esprit, ou entre la matière et l'esprit, ni même entre le un et le multiple, mais entre une opposition qui est peut-être plus forte que cela encore, c'est celle entre l'être d'un côté et le devenir de l'autre. La réconciliation doit avoir lieu au sein de ce dualisme-là, qui est bien différent de ce que nous entendons aujourd'hui par dualisme. Certainement. Il s'agit de retrouver un état de stabilité apaisé, un état de stabilité intérieure et concentrée qui permet de mettre à l'écart le pur principe de conscience en nous, qu'on le nomme le Purusha ou qu'on le nomme le soi, l'Atman, en le mettant à l'écart des fluctuations et des dynamismes de la nature. D'ailleurs, la définition littérale du yoga est la suivante. Le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du psychisme ou l'arrêt du fonctionnement actuel de l'organe de la pensée. Chitta vritti nirodha iti yoga. Les âmes individuelles sont prisonnières des heurts et des malheurs qui les affectent en ce monde. Pour les délivrer du pouvoir de l'illusion, il faut leur donner la connaissance du Brahman, grâce à quoi l'individu n'est plus affecté par la maladie, ni par la vieillesse, ni par la mort, et ne risque plus de renaître. Cette connaissance est difficile à acquérir, mais elle est le bateau qui permet de franchir le fleuve des renaissances.
l'âme individuelle qui dans chaque être est captive du monde retrouve sa vraie nature d'Atman lorsqu'elle est libérée des entraves que sont le désir, la colère, la peur, l'égarement, la concupiscence, l'orgueil, la passion, le fait de naître et le fait de mourir, la misère et la douleur, la paresse, la faim et la soif, la honte, la crainte, le malheur, la désolation et l'horreur. Je vais donc te dire comment délivrer l'âme de ces liens. Sans la pratique du yoga, comment la connaissance pourrait-elle assurer la libération de l'âme? Inversement, comment la pratique, seule, non étayée de connaissance, assurait-elle cette libération? L'adepte avisé, s'il désire la libération, doit s'efforcer à la fois d'acquérir la connaissance et de pratiquer le yoga comme il convient, car la source du malheur est dans l'ignorance. Le savoir, au contraire, délivre. On l'acquiert en s'exerçant d'abord au raisonnement logique. Par lui, on distingue ce qu'il convient vraiment de connaître. Par le raisonnement, on se rend compte que l'objet de la connaissance est le Brahman suprême et sans second. D'évidence, on le perçoit comme Seigneur, individu et sans tâche, être, conscience, béatitude, qui transcende les trois moments cosmiques, création, conservation, dissolution, et toute manifestation, et toute connaissance. Savoir cela mérite seul le nom de connaissance. François Chenet, nous venons d'entendre l'interprétation d'une Upanishad du yoga, interprétée d'abord par Mathias Min, puis par Alain Cuny. Ces textes, donc, c'est les textes fondateurs de la philosophie indienne. Nous en parlions lundi dernier avec Michel Hulin. Le fait que ces textes comportent déjà ces réflexions autour du yoga nous renseigne déjà sur l'origine même de ce que nous appelons yoga et nous délivre un second renseignement très important, c'est que le yoga, dit ces textes, est autant affaire de pratique que de connaissance. Oui, c'est tout le problème de l'articulation entre le versant théorique, entre guillemets, qui serait celui du Samkhya, et le versant pratique incarné par le yoga, qui est mis en jeu dans votre question. Le yoga est une discipline qui articule à la fois une connaissance des différents niveaux de manifestation au sein d'une ontologie cosmologique et d'autre part, bien sûr, une discipline psychosomatique. Le yoga classique suppose une certaine connaissance des niveaux de réalité, une certaine connaissance de ce qu'on appelle les tattvas, les niveaux de déploiement de la manifestation, de manière précisément à pouvoir opérer la réinvolution de ces différents niveaux jusqu'à la déconnexion finale entre le principe de conscience en nous et la nature naturante en perpétuel devenir, pour autant qu'elle est le lieu d'un dynamisme et d'une activité incessante. Essayons donc de rentrer précisément à la fois dans la pratique et dans la théorie, dans la connaissance plutôt. De quoi le yoga est-il la connaissance et comment la pratique est-elle mise en œuvre ? Il y a dans le yoga d'abord une analyse extrêmement fine des niveaux de fonctionnement du psychisme en fonction des degrés de l'attention volontaire ou au contraire spontanée. Donc une analyse extrêmement fine du fonctionnement du psychisme. Le yoga a pris la mesure du domaine des représentations subconscientes. Il y a donc tout un dynamisme du psychisme dont la philosophie du yoga rend compte. Mais la philosophie du yoga propose également une analyse de la condition humaine en tant qu'elle est sujette à un certain nombre de souillures, d'afflictions, les kleshas. Et la condition humaine est donc vouée à souffrir indéfiniment tant qu'elle n'a pas percé à jour le modus operandi et du psychisme
et d'autre part qu'elle n'a pas dépassé ces facteurs d'affliction qui génèrent la souffrance répétée. Et pourtant, les textes qu'on a entendus, ainsi que les autres, en tout cas à ma connaissance, ne dispensent pas une méthode de connaissance. Alors une chose est de dire qu'il faut se délivrer des souffrances induites par l'existence terrestre, et une autre est de pouvoir parvenir à cet état de désintéressement absolu, de suspension du désir. Alors, s'il n'y a pas de méthode, comment procède-t-on ? Alors, à partir de ces présupposés théoriques, le yoga, bien sûr, met en œuvre une méthode spécifique. Le yoga valorise l'idée d'une progression spirituelle et, pour ainsi dire, le yoga va dresser une échelle à 8 barreaux. Il y aura donc 8 membres du yoga, c'est-à-dire 8 moyens de progression, 5 qualifiés d'externes et 3 qualifiés d'internes. Le yoga valorise donc l'idée d'une carrière spirituelle au travers d'un certain nombre d'étapes. Le yoga classique, celui de Patanjali, en reconnaît 8, mais il existe bien des variétés de yoga. Il y a certaines formes de yoga qui ne comportent que 6 membres. Membres, ici, signifiant moyen de réaliser une certaine action, donc moyen de progression. 5 membres externes et 3 membres internes. Alors, tout commence d'abord par un certain nombre de vœux d'abstention ou d'abstinence, yama, tels que la non-violence, la himsa, la véracité, la non-possessivité, ces vœux d'abstinence réalisant une préparation éthique. Ensuite viennent des observances de nature positive. Ces observances de nature positive pouvant être la consécration au divin, l'étude des textes révélés ou d'autres pratiques de ce genre. Niyama. Ensuite vont intervenir les postures, les asanas, l'idéal étant ici de trouver une assiette, une assise ferme. Notons que dans le yoga classique, le nombre des postures est relativement limité, tandis que dans le hatha yoga, le yoga tantrique, le hatha yoga, le yoga dit de vie force, le nombre des postures va se multiplier, voire même certaines postures contorsionnistes, entre guillemets, vont être proposées. Mais alors quel rôle pour ces postures au sein de la pratique du yoga ? Comment insère-t-on l'exercice même corporel qu'est le yoga, ces postures-là, au sein d'une réflexion théorique ? Trouver une assiette ferme et stable, de telle sorte que le reploiement du psychisme puisse opérer. Voilà l'objectif de ces postures. Bon, ces postures favorisent la possibilité d'une intériorisation croissante et elles pacifient le jeu des puissances en l'homme. Intervient ensuite un autre membre du yoga qui est la régulation du souffle, le contrôle du souffle, le pranayama. Étant entendu que le souffle est en l'homme une fonction à la fois semi-volontaire mais qui peut devenir volontaire, et il existe un lien organique entre le rythme de la respiration et le psychisme. Mais il faut voir que le prana en Inde, ce n'est pas simplement l'oxygène que l'on insuffle dans la respiration. Le prana, c'est le souffle vital. Autrement dit, c'est cette polarité immatérielle vibratoire qui, pour la philosophie du yoga, irradie du soleil et qui constitue la force vitale que nous insufflons donc à chaque inspiration. Et le contrôle de la respiration signifie en fait la mise en œuvre du lien vital entre le microcosme et le macrocosme. Le seul lien entre microcosme et macrocosme sur lequel nous puissions intervenir volontairement, c'est précisément le pranayama, le contrôle du souffle. Diverses méthodes sont mises alors en jeu selon qu'on module la durée de l'inspire, de la rétention et de l'expire, le ratio de base étant en général 1-4-2. Intervient ensuite alors ce qu'on appelle la
rétraction des fonctions sensorielles, pratyahara, à l'image de la tortue qui rétracte ses membres sous sa carapace pour se retrancher dans son inviolable quant à soi. Mais il est intéressant de noter que la tortue doit d'abord rentrer la tête sous sa carapace avant que de rétracter ses pattes sous sa carapace. Ce qui signifie que le psychisme doit lui-même se déconnecter afin que la déconnexion ou la désafférentation, dans une langue savante, d'avec les stimuli extérieurs puisse opérer. Le yoga se présente donc avant tout comme une méthode d'autoconcentration isolante. Et cette autoconcentration isolante prélude alors à l'intériorisation plus poussée du psychisme et de la conscience, et on aborde alors les membres dits internes, c'est-à-dire les membres directement ordonnés à la fin visée qui est la délivrance. Il y a dharana, donc la concentration, la fixation de l'activité mentale sur un point. Cette image canonique étant celle de l'archer qui décoche une flèche au centre de la cible. C'est une image extrêmement ancienne qu'on trouve dans la Mundaka Upanishad. Après la concentration vient dhyana, la méditation recueillie. Et enfin, on aboutit aux merveilles, là où la merveille confine à l'énigme, on aboutit à l'étape ultime, celle du samadhi, terme technique rigoureusement intraduisible et que l'on peut rendre, faute de mieux, par composition du psychisme, ou bien mise en position d'arrêt du psychisme, ou bien encore en stase, enstasis, terme qui a été repris par Mircea Eliade, le grand historien des religions et indianiste à la langue de la théologie de l'Église orthodoxe d'Orient. L'enstasis par opposition à l'extase. Le yoga est défini dans les Yoga Sutras comme l'établissement ou le rétablissement de la puissance pensante, Chit Shakti, en sa forme propre qui est d'être cristal translucide de part en part et repos translumineux de l'esprit en lui-même. Ayant maîtrisé son esprit grâce à l'ardeur de son yoga, ayant rejeté tout attachement, connaissant à fond le yoga, l'adepte avisé gagne en sa solitude d'être exempt de désir. Comme un oiseau prisonnier d'un filet s'envolerait vers le ciel après avoir coupé les raies, l'âme de l'adepte délivrée des liens du désir par le couteau du yoga s'échappe à jamais de la prison du samsara. Comme une lampe à l'heure de son extinction cesse de briller lorsqu'elle a fini de brûler l'huile qu'elle contenait, l'adepte disparaît lorsqu'il a fini de brûler les résidus de ses actions. Oui, lorsque le couteau de la fixation de l'esprit, affûté par la tenue du souffle, aiguisé sur la pierre du renoncement, a coupé la trame de la vie, l'adepte est à jamais libéré de ses liens. Libre de tout désir, il devient immortel, délivré des tentations, ayant tranché la trame de la mondanité, il n'est plus dans les liens de la transmigration, tel est l'Upanishad. Je n'avais jamais entendu dire avant que les pensées puissent venir visiblement du dehors dans le mental. Mais je ne songeais pas à mettre en doute cette vérité. Simplement je m'assis et fis comme il m'était dit. En un instant, mon mental devint silencieux comme l'air sans un souffle au sommet d'une haute montagne. Puis je vis deux pensées venir d'une façon tout à fait concrète, du dehors. Je les rejetai avant qu'elles puissent entrer et s'imposer à mon cerveau. En 3 jours, j'étais libre. À partir de ce moment, l'être mental en moi devint une intelligence libre, un mental universel. Ce n'était plus un être limité au cercle étroit des pensées personnelles, comme un ouvrier dans une usine de pensées, mais un récepteur de connaissances qui recevait des 100 royaumes de l'être, libre de choisir ce qu'il voulait dans ce vaste empire de vision et ce vaste empire de pensée. Hello, darkness, my old friend.
I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le dernier temps de notre série d'émissions consacrée à la philosophie indienne. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir François Chenet, qui vient nous parler aujourd'hui de yoga. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I do. Le yoga serait comme un couteau qui délivre l'âme de tout désir et de la prison du samsara, c'est-à-dire la transmigration des âmes. C'est ce que disait l'Upanishad du couteau que nous avons entendu juste avant. Ainsi donc l'adepte du yoga gagnerait d'être exempt de tout désir. Et pourtant, le texte que j'ai lu ensuite, qui est de Sri Aurobindo, qui, alors là, on fait un saut dans le temps, qui est beaucoup plus moderne que les textes dont nous parlons, c'est le moins qu'on puisse dire. Sri Aurobindo écrit ceci: un yoga qui exige que j'abandonne le monde n'est pas pour moi. Ce qui pose la question quand même de savoir, dans les différentes pratiques du yoga, y compris le silence sur lequel Sri Aurobindo a insisté dans le texte que j'ai lu, serait plutôt une forme d'évasion ou de pouvoir sur soi. S'agit-il de s'évader de soi et de dissoudre toute forme de soi au sein du soi, du souffle de l'absolu, ou bien s'agit-il d'établir une forme de pouvoir sur ce qu'il y a autour de moi et en moi pour pouvoir atteindre cet absolu? François Chenet. Aurobindo est une haute figure spirituelle doublée d'un penseur animé d'un souffle prophétique. C'est un esprit visionnaire qui réinterprète à sa manière le fond traditionnel des philosophies et des religions de l'Inde en réinvestissant ces thématiques à la lumière de certaines idées ou doctrines occidentales telles que la notion d'évolution. C'est une espèce de rishi védique redivivus, mais dans un contexte moderne, rené, pourrait-on dire, ressuscité, pourrait-on dire, très représentatif du néo-hindouisme. Il s'est lui-même adonné à des pratiques de yoga avec un grand yogin du nom de Bhaskar Lélé qui l'a conduit en 3 jours à cette expérience de l'enstase parfaite, du samadhi, qu'il nomme d'ailleurs dans un autre texte le Nirvana. Lorsqu'il a été emprisonné dans la prison d'Alipore en 1908 à la suite d'un attentat à la bombe, il a été pris dans des turbulences politiques liées à la lutte pour l'indépendance. Il a connu des expériences mystique et ensuite lorsqu'il s'est installé à Pondichéry, il a pratiqué beaucoup de méditation, il s'est adonné à des jeûnes intenses et il a formulé donc son yoga intégral qui se présente comme une combinaison harmonieuse de différents types de yoga. Il combine de manière harmonieuse, bien sûr, le karma yoga, le yoga des heures qui prescrit d'accomplir l'action en tant que sacrifice offert au divin. C'est finalement le message de la Bhagavad Gita revisité par Aurobindo. Agis, accomplis ce que tu dois faire, mais en abandonnant tous les fruits de l'action et en particulier la résonance affective de l'action sur l'agent lui-même.
Il articule ce karma yoga, yoga des œuvres également, à ce qu'il appelle le jnana yoga. Il s'agit d'accéder à la vérité en suspendant les ratiocinations du mental. Il combine ces deux éléments avec le bhakti yoga, le yoga de la dévotion aimante. Le divin est adoré sous les espèces d'un enfant ou d'un ami avec lequel on entretient une relation directe, personnelle. Et quatrième forme de yoga, il y a ce qu'il appelle le yoga de la perfection de soi, qu'il nomme ici Raj Yoga, yoga de la perfection de soi, qui ne correspond pas tout à fait au yoga royal classique, mais à une spiritualisation des différents plans du psychisme. Alors, il y a toute une analyse des différents plans du psychisme, depuis le mental inférieur jusqu'au supramental. Aurobindo était un génie actif, donc on ne saurait lui reprocher un quelconque escapisme, comme on dit en anglais, une fuite hors du monde. C'est un esprit universel qui s'est intéressé à toutes sortes de questions, y compris des questions telles que l'éducation, les problèmes sociaux, les affaires internationales également. Et à ce titre, donc, il prône un yoga de l'activité qui se présenterait comme une coopération joyeuse à la vie divine telle qu'elle se vit en nous, lors même que nous agissons en tant qu'instrument du divin. Cette conception du yoga est donc assez différente de la conception du yoga classique, où là on a un yogin solitaire qui s'adonne à diverses pratiques. Aurobindo a en vue d'ailleurs moins la délivrance individuelle que cette mutation radicale que doit connaître l'humanité lorsque le supramental descendra sur Terre. Et il doute même qu'il y ait des êtres humains qui réalisent à opérer cette mutation radicale. Aurobindo, ici, introduit dans la philosophie indienne l'équivalent d'une sorte de philosophie de l'histoire, du moins, une philosophie des cycles évolutifs que l'humanité a traversés dans sa marche évolutive. Et Aurobindo, donc, prend une vue synoptique de l'aventure humaine, dont il célèbre les avancées évolutives, et on trouve chez Aurobindo des accents quasi hugoliens, ceux de Victor Hugo, dans la légende des siècles notamment. Aurobindo donc déploie une vaste vision des phases qu'a traversées l'humanité. Il se penche sur les problèmes sociaux correspondant à chacune de ces étapes, et donc il a en vue, sous le nom de yoga intégral ou de synthèse des yogas, une combinaison des diverses formes de yoga qui admet un engagement dans la vie sociale et la vie collective. Le sens de l'humour, c'est le sel de la vie. Sans lui, le monde se serait complètement déséquilibré. Il l'est déjà assez, et il aurait flambé depuis longtemps. Je n'ai pas constaté que les personnalités hautement évoluées manquent du sens de l'humour, et je ne vois pas comment on peut dire qu'un individu est intégré lorsque ce sens lui manque. Relâcher ne s'applique qu'à une légèreté frivole derrière laquelle il n'y a rien de substantiel. Aucune loi n'a décrété que la sagesse devait être quelque chose de rigidement solennel et dépourvu de sourire. Paix intérieure. Paix intérieure? Ah d'accord, ok. Mais à l'intérieur de quoi? C'est l'étape suivante de ton apprentissage. Tous les maîtres doivent trouver la voie de la paix intérieure. Certains vont méditer 50 années durant dans une grotte comme ceci, sans s'accorder une once de nourriture ni une goutte d'eau. Ou sinon? D'autres la trouvent dans la douleur et la souffrance. Je fus de cela. Pour le jour où tu as été choisi pour être le guerrier dragon aura été le plus terrible de ma vie. Et de loin, rien ne s'en est approché. Cela restera la plus amère, douloureuse, traumatisante expérience Non, on a compris. que m'aura infligé mon destin. Mais quand j'ai réalisé que le problème ne venait pas de toi, mais de moi, j'ai trouvé la paix intérieure. Et j'ai pu dompter le flux de l'univers. Alors c'est ça. Faut que j'ai l'intérieur en paix.
Mon ventre est déjà super pacifique. Alors faut juste en fait que tout le reste en fasse autant. Hé la paix, viens là que je te cause. Je n'ai pas dit que mon yoga était quelque chose de parfaitement neuf dans tous ses éléments. Je l'ai appelé le yoga intégral. Et cela signifie qu'il reprend l'essence et beaucoup de procédés des anciens yogas. Ce qu'il y a de nouveau en lui, c'est son but, son point de vue et la totalité de sa méthode. Par comparaison avec les anciens yogas, ce yoga-ci est nouveau. Premièrement, parce qu'il ne vise pas à nous faire sortir du monde et de la vie pour nous conduire au ciel ou au nirvana, mais qu'il se propose une transformation de la vie et de l'existence. S'il y a dans d'autres yogas une descente, elle n'y est qu'un épisode sur la route ou un résultat de l'ascension. Ici, la montée est un moyen pour amener la descente. Deuxièmement, parce que le but recherché n'est pas l'obtention individuelle de la réalisation divine pour le profit de l'individu, mais quelque chose à gagner pour la conscience terrestre ici-bas. Ce qu'il y a à gagner, c'est l'obtention d'un pouvoir de conscience, le supramental, qui reste à organiser et à rendre directement actif dans la nature terrestre. Troisièmement, parce qu'il a été préconisé pour atteindre cet objectif. Une méthode qui est aussi totale et intégrale que le but proposé. La spécificité du yoga intégral tel que l'entend Aurobindo, ici c'est un extrait de son texte, la pratique du yoga intégral interprété par Mathias Min, est de proposer une libération de la conscience, non pas dans un mouvement d'ascension, comme c'est le cas dans les yogas traditionnels, mais au contraire dans une forme de redescente pour transformer la vie et la matière. Comment comprendre ici que le mouvement soit celui de la redescente et non celui de l'ascension, François Chenet? Il faudrait restituer l'ensemble de la pensée d'Aurobindo. Bon, Aurobindo conçoit l'absolu sous un mode dynamique. Il le nomme d'ailleurs Satchitananda, reprenant une formule védantique classique, existence ou être pur, conscience pure et félicité ou béatitude. Et cet absolu conçu sous un mode dynamique connaît une involution volontaire dans des plans de plus en plus denses jusqu'au degré de densification maximale qu'est la matière. Et à cette phase d'involution va succéder évidemment une phase d'évolution. Et Aurobindo va jusqu'à affirmer que la conscience est intrinsèquement énergie, ce qui est une conception tout à fait nouvelle par rapport à celle de la philosophie indienne classique. Ce n'est pas comme dans la philosophie tantrique ou celle du shivaïsme du Cachemire. Ce n'est pas la conscience associée à sa puissance ou à son énergie de manifestation, la Shakti, c'est la conscience qui est intrinsèquement énergie. Et cette conscience intrinsèquement énergie s'est involuée dans les plans les plus denses, jusqu'au niveau de ce que Mère nommera le mental des cellules. Alors, dites mots peut-être de Mère, puisque vous l'évoquez. Mère, de son nom Mira Alfassa, est devenue en quelque sorte la muse d'Aurobindo. Elle avait eu une vision qui lui annonçait la rencontre avec un personnage exceptionnel, et à partir des années 1920-1925, au fur et à mesure que Aurobindo se retirera, autrement dit fera retraite, il va passer le relais à Mère, qui va assurer la direction de l'ashram et surtout la direction spirituelle de ses disciples. Et Mère va se présenter comme une mère divine aux yeux de ses disciples, et elle va prolonger en quelque sorte l'œuvre d'Aurobindo, prolonger sa réflexion. C'est une très haute figure que celle de Mère.
Mais en présentant Aurobindo et Mère de cette façon, vous avez insisté sur la dimension de disciple et donc de maître. Ici, c'est pas seulement mère, c'est aussi maître. C'est donc qu'au sein de la pratique du yoga, on retrouve une forme de hiérarchie et l'importance décisive dont nous n'avons pas encore parlé, qui est celle de la transmission et de l'enseignement. Et je pense notamment aux ashrams qui existent en Inde et Aurobindo a lui-même fondé un ashram, Kora repris Mère. Ils ont également fondé une ville nouvelle qui s'appelle Auroville. Tout ça pour dire que lorsque Aurobindo disait que pour lui le yoga n'a pas de sens s'il tourne le dos au monde, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il a investi de différentes façons le monde dans lequel il vivait en faisant en sorte que cette pensée, cette pratique du yoga telle qu'il entendait soit appliquée, transmise et diffusée le plus largement possible. Aurobindo a lui-même transmis sa lumière spirituelle. Il est au départ d'une transmission initiatique, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il a transmis le flambeau en quelque sorte à Mère, mais simultanément l'ashram de Pondichéry et ensuite Auroville ont élargi la diffusion, le rayonnement de la pensée d'Aurobindo, et l'ashram de Pondichéry va promouvoir toutes sortes d'activités caritatives, ce qu'on appelle le seva en Inde, et assume différentes fonctions sociales tout à fait bénéfiques pour la société. En d'autres termes, la transmission initiatique de maître à disciple, transmission d'un influx spirituel à proportion ou à raison du degré d'évolution du disciple, dans le cas d'Aurobindo, n'était pas exclusif d'un certain engagement dans le monde et d'une certaine volonté de prendre en charge les grands problèmes de la société. Et diriez-vous que ce parti pris, cette mise en œuvre est contradictoire avec les textes fondateurs? Est-ce ici une liberté que s'est octroyée Aurobindo ou est-ce fidèle au texte? Non, cette orientation est précisément représentative de ce qu'on appelle le néo-hindouisme, c'est-à-dire d'une réinterprétation du fond traditionnel de l'hindouisme à la lumière d'idées occidentales. Bon, nous avons mentionné l'idée d'évolution, à telle enseigne qu'on a pu qualifier Aurobindo de Teilhard de Chardin de l'Inde moderne, mais également à la lumière des œuvres caritatives de type chrétien. Et Aurobindo est resté très longtemps en Angleterre, il y est resté près de 14 ans, il y a connu son éducation secondaire et son éducation supérieure à King's College à Cambridge, et Aurobindo, comme beaucoup de ces grands intellectuels indiens du néo-hindouisme, était imprégné d'idées occidentales. Et il a réalisé une synthèse tout à fait harmonieuse, en tout cas une synthèse puissante, entre les présupposés des religions et des philosophies de l'Inde traditionnelle et la modernité occidentale. Mais il faut voir qu'aux yeux de certains brahmanes orthodoxes, Aurobindo et sa pensée ne sont pas tout à fait orthodoxes, en quoi il est bien un représentant du néo-hindouisme. Et le néo-hindouisme tel que vous l'évoquez, ce serait un hindouisme et donc peut-être une pensée du yoga qui serait teintée ou influencée par l'Occident, c'est bien cela? Oui, qui a fait sien certaines orientations telles que la charité chrétienne, par exemple. Cette réintroduction d'une valeur comme la charité chrétienne est quelque chose d'étranger à l'hindouisme traditionnel. Une autre caractéristique de la pratique du yoga telle que l'entendait Aurobindo est cette importance, cette existence sans doute, vous allez nous le dire, de pouvoirs supranormaux, ce qu'on appelle les siddhis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Aurobindo, quand il a été enfermé dans sa geôle d'Alipore, il était capable, par le pouvoir de sa pensée, d'ouvrir la serrure de sa cellule. Bon, alors le geôlier immédiatement s'est précipité à refermer avec son trousseau de clés la cellule, et le petit jeu s'est répété à plusieurs reprises comme ça, jusqu'au point où, de guerre lasse, le geôlier a fini donc par ne plus fermer la serrure du tout. Bon, donc nous avons un exemple contemporain d'un grand yogin qui a développé ses pouvoirs yogiques, pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs d'ordre surnaturel, mais que l'on nomme des pouvoirs praétères
naturel, pouvoir qui résulte à titre d'effet naturel de la libération des virtualités de l'âme. Et la pratique assidue et répétée du yoga a doté d'ailleurs Aurobindo d'une couleur dorée. Son corps irradiait une couleur dorée que beaucoup de visiteurs ont contemplé. Ils en ont été les témoins des visous, y compris Maurice Schumann, le porte-parole de la France libre aux côtés de De Gaulle à Londres, qui avait été envoyé en mission diplomatique à Pondichéry pour préparer les conditions du désengagement et du retrait de la France de l'enclave de Pondichéry. Et Maurice Schumann a rendu visite à plusieurs reprises à Aurobindo, qui vivait encore à l'époque. Aurobindo est mort en 1950 et il a toujours attesté de cette couleur dorée qui irradiait de la personne même d'Aurobindo. Signe qu'il était vraiment un authentique yogin et qui plus est un yogin très avancé. Merci beaucoup François Chenet d'être venu participer à cette émission aujourd'hui. Merci à vous. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage La philosophie indienne qu'on trouve chez Armand Collin. It's the rock in the building. Khalid, Ramel, Pharrell in the house. Yes. Live from United States, Brooklyn, New York, it's your boy. Young. The nephews is in the house. As soon as the beat drop, we got the streets locked overseas. A Punjabi MC in the rock. I came to see the mommies in the spot. On the count of 3, drop your body like it's hot. 1, young, 2, you. 1, 2, 3, young Hoser. Snake charmer, move your body like a snake, mama. Make me wanna put the snake on ya. I'm on my 8th summer, still hot. Young's the 8th wonder. All I do is get bread, yeah. I take wonder. I take one of your chicks straight from under your armpit. The black Brad Pitt. I'm at till 6 in the AM. All day I'm P-I-M-P. I am simply attached to the track like simply. It's simply good. Young Ho, infinitely hood. OC and you don't stop. Cool Johnny MC and you don't stop. Nigga NYC and we don't stop. It's the rock. It's the rock. ROC and we don't stop. Cool Johnny MC and we don't stop. It's your boy Jay-Z and we don't stop. Nigga ROC and we won't stop. Vous écoutez France Culture, il est 10h47. Encore 2 minutes papillon, c'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui vient nous parler, comme tous les jours, d'un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Vous nous parlez de Cicéron aujourd'hui. Tout à fait, du destin qui paraît dans une nouvelle traduction préfacée et annotée par Hélène Parent et Mathieu Cochereau aux éditions Payot et Rivage. On a tendance à ne pas considérer Cicéron comme un philosophe, mais en fait Cicéron n'a jamais prétendu en être un. Son ouvrage du destin, des Fato en latin, que vous pouvez lire dans une nouvelle édition chez Payot et Rivage depuis fin octobre, ne semble d'ailleurs pas démentir cette idée, à première vue en tout cas. Écrit à la fin de sa vie, cet exposé à une voix s'adresse à son ami Hirtus, et même s'il nous est parvenu de manière lacunaire, il ressemble, c'est vrai, plus à une compilation un peu désordonnée selon certains, de pensées diverses de philosophes grecs sur le destin, qu'à un exposé philosophique en bonne et due forme produit par Cicéron. Mais en fait, dans cet ouvrage, Cicéron nous met face à une difficulté, celle de savoir à quelle école il appartient, le lycée d'Aristote, l'épicurisme ou l'académie de Platon ou encore le stoïcisme. Mais c'est là justement tout l'intérêt de cet exposé et de la pensée de Cicéron en général. Ne jamais se revendiquer d'une école philosophique, certes pour se retrancher derrière les philosophes grecs, mais aussi et surtout pour laisser apparaître sa voix en sourdine, entre les lignes, et une voix proprement originale et même peut-être philosophique.
Dans cet ouvrage, c'est donc la question du destin qui permet à Cicéron de faire émerger sa propre pensée. Cette question cruciale pour les stoïciens qui en ont fait le principe d'explication de la totalité de l'univers, Cicéron la discute en faisant dialoguer des voix discordantes de philosophes grecs, mais pour mieux y opposer sa propre conception de la liberté, conception propre à l'homme. Ce que vous trouverez donc dans ce petit exposé, c'est un sauvetage de la liberté. Cicéron n'est peut-être pas philosophe, mais c'est un homme d'État pour qui l'action est le premier des devoirs et pour qui il serait scandaleux de ruiner la possibilité de toute action politique avec l'idée de destin ou de divination. Volonté, travail et discipline, voilà 3 valeurs typiquement romaines que Cicéron défend dans son traité du destin et qui font de lui un penseur authentiquement latin. Du destin donc, par Cicéron, c'est chez quel éditeur ? Payot et Rivage, et c'est traduit, préfacé et annoté par Hélène Parent et Mathieu Cochereau. Merci Géraldine, j'en profite pour annoncer que les Nouveaux Chemins consacreront une semaine sur Sénèque à la rentrée en janvier 2014. Les Nouveaux Chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour le vendredi des chemins, les chemins du vendredi plutôt. Demain, je recevrai l'ethnologue Maurice Godelier à l'occasion de la sortie de son ouvrage consacré à Lévi-Strauss. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins pour y trouver les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour et surtout pour la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter de l'émission où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.